Merci de votre constante fidélité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur Nieta TV. Voici les titres. Le Canada remet 36 pick-up au ministère de la Santé. Le DG de l'enseignement supérieur a expliqué les raisons de l'annulation des bourses tunisiennes accordées au Mali. Mort de Desmond Tutu en Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel perd une icône de la lutte contre l'apartheid. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a procédé ce jeudi 23 décembre 2021 à Nyoro au lancement des travaux de transformation du centre de santé de référence CCRF de la localité en hôpital de district, dont le montant de la première phase est estimé à 306 508 103 francs CFA. Les détails avec Ali Koulibaly. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a posé hier à Nyoro du Sahel la première pierre des travaux d'extension du centre de santé de référence de la ville et des réseaux de distribution d'électricité et de l'eau potable. Le chef du gouvernement était accompagné à cette occasion par le ministre de la Santé et du Développement social, Mme Djaminatou Sankaré, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'eau, Lamine Seydou Traoré, de la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Damile Madina Sissoko. Il y avait aussi le délégué auprès du développement rural chargé de l'élevage et de la pêche, Yuba Ba, et celui chargé de l'action humanitaire, Omar Diara. Outre le lancement des travaux, ce déplacement du projet de l'administration malienne avait pour objectif, entre autres, de recenser les besoins des populations de la région de Nyoro, identifier les actions concourant à l'opérationnalisation de cette région et faire le point des financements acquis et à rechercher pour réaliser cette opérationnalisation. C'est aux environs de 9h30 que l'avion de la délégation du Premier ministre a atterri à l'aéroport Chekna Hamada Amaoula Chérifo de Nyoro. Dr Choguel Kokala Maïga a immédiatement rendu une visite de courtoisie au Chérifo Mbouye Aïdara et auprès des notabilités avant de participer aux travaux de la phase régionale des assises nationales de la refondation. Dans l'après-midi, le chef du gouvernement a procédé à la pose de la première pierre des travaux d'extension du centre de santé de référence de Nyoro pour en faire un hôpital de district. Sa réalisation fait partie des projets sociaux à Nyoro d'un montant de 310 millions de francs CFA financés à travers le Fonds social de la primature. Dr Choguel Kokala Maïga a aussi lancé les travaux d'extension des systèmes d'eau et d'électricité. Ce projet est une forte demande de la population. Le système d'eau financé à plus de 2,6 milliards de francs CFA permettra de faire passer le nombre d'abonnés à 20 000. Pour l'électricité, cet investissement de plus de 700 millions de francs CFA permettra à la société énergie du Mali EDM de satisfaire 1250 nouveaux abonnés à Nyoro. En s'adressant à la presse à la fin de sa visite, le chef du gouvernement a indiqué que ce déplacement à Nyoro du Sahel restera mémorable pour plusieurs raisons. D'abord, il s'agissait, a-t-il dit, de remettre officiellement au shérif de Nyoro le décret gouvernemental qui baptise l'aéroport de Nyoro du nom de son père, Chekna Hamada Amaoula, shérif de Nyoro. Déporté le 19 juin 1941 par les colonisateurs français, il a été déporté parce qu'il résistait à la pénétration coloniale. C'est dans cet aéroport qu'il a fait ses ablutions et un adieu pour toujours à sa famille et à la population de Nyoro, a rappelé Dr Choguel Kokala Maïga. En outre, le Premier ministre a précisé qu'une autre raison de la visite dans la cité religieuse était aussi pour marquer une pierre d'opérationnalisation de la région de Nyoro. À ce niveau, le chef du gouvernement a signalé que les besoins en eau, électricité, écoles, centres de santé, routes, administration, moyens de développement ont été évalués à un peu près de 300 milliards de francs CFA. Mais il faut environ 600 et 700 milliards de francs CFA pour que la région de Nyoro devienne ce qu'elle doit être, a-t-il ajouté. Toutes les régions attendent quelque chose de l'État, a indiqué le Premier ministre, ajoutant que le gouvernement ne peut pas se concentrer sur une seule région.
C'est pourquoi il a lancé un appel aux ressortissants de Nioro et ceux des autres régions pour qu'en plus de l'État, ils puissent travailler pour que leur région soit effectivement opérationnelle. L'État va chercher en partie les moyens qu'il faut mobiliser et l'autre partie sera recherchée par les ressortissants, a-t-il expliqué. Toutefois, Dr Shogel Kokala Maïga a fait savoir que le gouvernement a posé des actes à Nioro pour montrer son engagement. Un autre moment fort de la visite du Premier ministre à Nioro a été la rencontre avec les troupes du camp militaire El-Hadji Oumar Tal. Dr Shogel Kokala Maïga était venu remonter le moral des soldats et promis que l'État fera tout son possible pour les mettre dans les bonnes conditions de travail. L'ambassade du Canada au Mali a remis le mercredi 22 décembre 2021 au ministère de la Santé et du Développement social 36 pick-up tout-terrain double cabine d'une valeur de près de 620 millions de francs CFA. Ali Koulibaly. Selon le chargé d'affaires de l'ambassade du Canada au Mali, François Picard, la remise de ces véhicules entre dans le cadre de l'appui budgétaire en santé sexuelle et reproductive au Mali, signé en juillet 2018 pour une enveloppe de 17 750 000 $ canadiens. Cette cérémonie témoigne l'importance que le Canada accorde à la santé des populations maliennes en général et la santé de la reproduction en particulier. Nous continuerons à appuyer le Mali dans le cadre de l'amélioration de la santé des adolescents et la santé reproductive, a-t-il promis. Pour la ministre de la Santé et du Développement social, Mme Djaminatou Sankaré, ces véhicules permettront de renforcer les capacités d'intervention des services techniques à tous les niveaux de la pyramide sanitaire de notre pays. Ces acquisitions vont contribuer à rehausser le niveau des indicateurs de certains déterminants identifiés dans l'entente de contribution. Il s'agit entre autres d'assurer un meilleur accès à des services de santé reproductive de qualité, d'accroître l'accès à l'éducation sexuelle, d'accroître l'investissement dans la planification familiale et la contraception, de réduire la violence basée sur le genre, les mariages d'enfants, les mariages précoces et mariages forcés et les mutilations génitales féminines et l'excision, a-t-il souligné. Par ailleurs, la ministre Sankaré a remercié la coopération canadienne qui, selon elle, joue un rôle majeur dans la santé des adolescents et la santé reproductive au Mali, et ce depuis le lancement de la politique sectorielle dans notre pays. Un litige des parcelles de terrain opposant M. Mamadou Diakté, commerçant, et Kalilou Diara, chef de village de Kabalakouro. Face à cette situation, hier samedi 25 décembre 2021, Mamadou Diakté a organisé une conférence de presse pour informer l'opinion nationale sur le problème qui lui préoccupe. Il invite les autorités à trouver une solution adéquate pour qu'il puisse amorcer son chantier. Suivons les détails. Selon les explications données par M. Mamadou Diakté, la parcelle était initialement attribuée à M. Abdoulaye Aïdara pour la construction d'une médersa. Il y a eu un premier investissement pour la médersa par un entrepreneur blanc, M. Claude Blondel. En 1991, M. Abdoulaye Aïdara s'est rendu à Koweït pour chercher un financement pour la construction de la mosquée et la médersa. N'ayant donné aucun signe de vie après plus de 5 ans, M. Claude Blondel a décidé de saisir les lots de la médersa dans lesquels il a fait un investissement de 9 millions de francs CFA. Ainsi, il saisit le chef de village d'abord, le fait Moussa Diara, pour le remboursement de l'investissement qu'il a réalisé sur le terrain où il vendra les lots en question. Le fait Moussa Diara, ex-chef du village de Kabalakouro, a envoyé une délégation composée de Sekou Diara, deuxième conseiller du fait Moussa Diara, le fait Mamadou Sibi, imam à Kabalakouro, Claude Blondel, l'entrepreneur, et une quatrième personne pour leur venir en aide afin de rembourser les 9 millions de M. Claude Blondel et que le terrain sera automatiquement transféré à mon nom. J'ai accepté leur proposition avec un protocole de paiement de 1 million de francs CFA par mois, soit 9 mois. Quand le remboursement est terminé à la fin du 9e mois, ils ont transféré les lots à mon nom. Un jour, le chef du village actuel, M. Kalilou Diara, a appelé M. Mamadou Diakté qu'il a besoin du terrain pour l'agrandissement de la mosquée. Après un échange autour de la question,
l'éducation, M. Mamadou Diakité, lui a dit que si c'est pour l'agrandissement de la mosquée, qu'il est prêt pour ça. Il a demandé simplement de rembourser la somme investie dans le terrain. C'est ensuite qu'il a demandé aux architectes des services immobiliers pour évaluer l'investissement réalisé sur le terrain qui a abouti à la somme de plus de 32 millions de francs CFA. Avant de finir l'expertise du terrain, le village a démoli le mur qui sépare la mosquée au terrain. Après l'échange et la discussion, M. Mamadou Diakité a fait savoir qu'il est prêt à tout moment pour céder une partie pour l'agrandissement de la mosquée, mais il ne peut pas céder l'ensemble du terrain. Quant au chef de village, il reste toujours sur sa position. Mamadou Diakité invite les autorités à trouver une solution adéquate pour qu'il puisse amorcer son chantier. Le directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeur Bakary Camara, a informé l'opinion nationale à partir d'un point de presse le jeudi 23 décembre 2021 de l'annulation des bourses de 8 dossiers proposés par le master en Tunisie et les 42 dossiers proposés pour la licence dans les mêmes pays au motif que l'année universitaire a déjà démarré dans les universités tunisiennes. Abdou Ouattara pour plus de détails. L'information a été donnée le jeudi 23 décembre à la faveur d'un point de presse animé par le directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeur Bakary Camara, dans ses locaux. C'était en présence du professeur Natraoré, DGA et Alou Doumbia, chef de division bourse et coopération. Selon le DG de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeur Bakary Camara, dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Tunisie et le Mali, les autorités tunisiennes ont accordé 50 bourses d'études à notre pays au titre de l'année universitaire 2021-2022, destinée aux bacheliers de l'année en cours, session d'août 2021. Cette donation a été notifiée au Mali par la note verbale numéro 97 du 19 juillet de l'ambassade de Tunisie à Bamako. Ces 50 bourses se répartissent comme suit: 21 places pédagogiques avec bourse, 21 places pédagogiques sans bourse, appelées communément inscription libre, 8 places pour les masters doctorats sans bourse. Aussi, a précisé le directeur général dans la notification subventionnée reçue le 2 août 2021 par la direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, service technique en charge du traitement de ces bourses, la date limite de transmission des dossiers de candidature aux autorités tunisiennes était fixée au 16 août 2021 alors que les résultats du baccalauréat malien n'étaient pas encore proclamés. Face à cette contrainte, la direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a demandé une rencontre avec l'ambassade de la Tunisie au Mali qu'elle n'a pu obtenir que le 17 août 2021. Lors de cette rencontre, il est convenu entre l'ambassade de Tunisie et la DGESRS d'octroyer ces bourses aux bacheliers de la session de 2020. C'est ainsi que la DGESRS a diligenté le processus de sélectionner des candidats, révèle le DG. Selon le conférencier, toutes les dispositions nécessaires ont été prises à son niveau pour accélérer les différentes étapes du processus de traitement de ces bourses: publication du communiqué d'appel, candidature et réception des dossiers, dépouillement, classement, vérification et présélection. À l'issue de ce processus, explique-t-il, 50 dossiers ont été présélectionnés sur 60 dossiers de candidatures reçues. Ils se répartissent comme suite: inscription avec bourse, 7 dossiers reçus et présélectionnés. Ils ont été complétés à 21 par 4 dossiers des postulants aux inscriptions sans bourse. Ces candidats devraient bénéficier d'une allocation mensuelle, la bourse de l'État tunisien et des compléments de bourse du Mali. Et d'ajouter concernant l'inscription sans bourse, 43 dossiers reçus dont 17 candidatures. Ces candidats de cette catégorie devraient bénéficier seulement de la gratuité des études. Ils ne bénéficient pas de l'allocation accordée par l'État tunisien. Cependant, ils bénéficient du soutien de l'État malien qui leur accorde les frais de transport et les compléments de bourse. Après présélection par ordre de mérite, les dossiers des présélectionnés ont été transmis aux autorités tunisiennes en charge de l'enseignement supérieur. Malheureusement, en retour par la note numéro 152 du 25 novembre 2021, les autorités tunisiennes ont informé les Mali que seuls les 8 dossiers proposés pour les masters ont été acceptés et que les 42 proposés pour la licence ont été refusés au motif que l'année universitaire a déjà démarré dans les universités tunisiennes, a fait savoir le DG de l'enseignement supérieur. Face à cette difficile situation, dira le conférencier, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Amadou Keita, s'est personnellement saisi du dossier en rencontrant les chargés d'affaires de l'ambassade de la Tunisie au Mali et en demandant
demandant à l'ambassadrice du Mali en Tunisie de prendre attache avec son homologue tunisien, à qui il a adressé un courrier aux fins de lui demander une dérogation exceptionnelle au profit de nos présélectionnés qui nourrissent désormais tant d'espoir d'aller continuer leur formation en Tunisie. En attendant la réponse des autorités tunisiennes, la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a initié des rencontres avec les étudiants postulants et leurs familles pour leur expliquer les difficultés rencontrées dans le processus. Selon le DG, ils seront informés de la suite de l'évolution de ces dossiers. À présent, suivons l'actualité internationale. Les deux anciens dirigeants de la Guinée, Moussa Dadis Camara et Segouba Konaté, se sont retrouvés pour la première fois depuis plus de 10 ans, samedi 25 décembre au palais Mohamed V de Conakry, au siège de la présidence de la République. Tous les deux en exil jusqu'ici, ils ont été invités par le colonel Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort de Conakry. À la surprise des Guinéens, les deux anciens dirigeants accompagnés de leur épouse étaient très souriant auprès du géant Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort de Conakry, et qui les a réussi à déjeuner ce samedi au palais présidentiel. Une image encore inimaginable il y a quelques mois, tellement leurs détracteurs avaient réussi à les éloigner l'un de l'autre. Complices avant et pendant la transition de 2008 à 2009, les deux anciens hauts gradés de l'armée guinéenne, désormais à la retraite, ne s'étaient pas vus depuis plus de 10 ans, car a forcé chacun de vivre en exil. Le Conseil national de transition a largement voté vendredi 24 décembre en faveur des deux projets de loi prévoyant amnistie générale pour les rebelles et opposants tchadiens, remettant à zéro les compteurs d'une liste de plus de 200 opposants et membres de groupes armés rebelles. C'était l'une des exigences des opposants pour s'asseoir à la table des négociations du dialogue national initié par le président Mahamat Idriss Déby. Les deux textes ont été adopté avec 68 voix pour 0 contre et une abstention. Le premier projet de loi d'amnistie porte sur des faits d'actes de terrorisme, de complicité, de recrutement et d'enrôlement de mineurs dans les groupes armés. Le second sur les faits d'atteinte à l'intégrité de l'État et au délit d'opinion. Selon le porte-parole du gouvernement Abderrahmane Koumala, 296 personnes sont concernées. En adoptant ces lois, le Conseil national de transition répond à une des principales exigences des groupes rebelles pour qu'ils acceptent de prendre part au dialogue national, une initiative que le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, avait initiée en août à l'occasion de la fête nationale. Au moins 6 personnes sont décédées dans une explosion samedi 25 décembre en pleine ville de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Un homme a déclenché une bombe près d'un hôtel où des gens fêtaient Noël en plein état de siège depuis le mois de mai. La province du Nord Kivu continue à subir l'insécurité. Parmi les autres 13 blessés admis dans des hôpitaux figurent 2 maires adjoints des communes de Mulekera et de Rouen. Selon le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenzo, l'attaque a eu lieu aux environs de 20h heure locale à l'entrée d'un bar très fréquenté d'Issango. Il précise que le kamikaze a activé la bombe à l'entrée du bar après avoir été empêché par les vigiles d'accéder au bar bondé de clients. Selon un communiqué officiel, peu après l'explosion, des jeunes en colère ont tenté de barricader le boulevard Yamouissi entre le rond-point du 30 juin et le quartier Malep, mais ils ont été dispersés par la police. Desmond Tutu, jusqu'au bout, aura joué le rôle de conscience morale de l'Afrique du Sud en critiquant les niveaux de violence et de corruption atteints dans le pays. L'archevêque anglican est mort ce dimanche 26 décembre à 90 ans, a annoncé la présidence sud-africaine. Il manquera cruellement à la nation arc-en-ciel, une expression qu'il avait inventée. Desmond Tutu, fils d'instituteur et de l'évangile, ayant grandi
grandi à Kleresdorp, à 150 km de Johannesburg, a été le second Sud-Africain de l'histoire à se voir décerner un prix Nobel de la paix en 1984. Le premier avait été remporté en 1960 par un autre homme de clergé, le révérend pacifiste Albert Luthili, alors président du Congrès national africain ANC. C'était juste avant le passage du mouvement de libération nationale à la lutte armée. Lors des émeutes écolières de Soweto, réprimées dans le sang le 16 juin 1976, Desmond Tutu, premier doyen noir de l'église anglicane en Afrique du Sud, dénonce la violence de la police exercée contre des enfants. Il nécessiterait de faire résonner sa voix au perché des pacifistes, usant de l'humour comme d'une arme. Quand l'homme blanc est arrivé, il avait la Bible et nous avions la terre. Aimait-il raconter? L'homme blanc nous a dit: venez, ingénions-nous et prions ensemble. Quand nous avons rouvert les yeux, voilà, nous avions la Bible et il avait la terre. Avant de boucler cette édition, nous vous demandons de rester devant vos petits écrans. Une émission spéciale sera animée dans un instant sur la 3e édition du Salon international de l'artisanat du Mali. D'ici là, portez-vous bien. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Nieta TV, la télévision pour le progrès de l'humanité.